ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. L'idée, c'est que vous allez découvrir des parcours de personnes d'horizons variés qui, un jour, se sont lancées en immobilier. Mon objectif à travers ces témoignages, c'est d'apporter du concret au podcast qui va vous inspirer, vous donner des idées et surtout vous remplir d'une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, j'accueille Thomas du podcast Mon Budget Zen. Thomas nous dévoile son parcours d'ingénieur et voyageur en passant par la musique jusqu'à l'investissement. Ce que j'aime particulièrement dans cette interview, c'est sa façon humble et zen de présenter les choses. Et son côté touche-à-tout dans les investissements est vraiment enrichissant. Découvrez toute son histoire dans cet épisode. Bonne écoute! Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Salut Dorine, ça va très bien et toi? Très très bien, je suis super contente de te recevoir sur ce podcast, surtout que tu es également un podcasteur qui est l'hôte du podcast Mon Budget Zen. Exactement. Voilà. Donc, merci à toi de me recevoir, hein, Dorine. Je préfère prévenir les auditeurs que j'ai une voix pas top parce que je suis enrhumé. Donc je m'excuse d'avance de parler du nez à tous ceux qui nous écoutent. C'est pas grave, on est très content de te recevoir, sachant qu'en plus je sais que tu as fait des investissements immobiliers et comme tu sais c'est un peu ma spécialité, du coup ça m'intéressera d'approfondir avec toi sur les investissements immobiliers que tu as pu faire et ça va intéresser l'audience, j'en suis certaine. Ah mais j'espère bien, c'est pour ça que je suis là. Hein. Et Voilà. c'est pour ça que tu passeras sur mon podcast également. Oui, exactement. Alors, du coup, l'idée générale déjà dans un premier temps, c'est de voir d'où tu viens, qui tu es, où tu as grandi, un peu ton enfance. Moi, j'aime bien partir du point de départ. Je pars vraiment loin, ok. Ouais, je pars loin, parce que j'aime bien comprendre aussi la démarche psychologique de comment on en est venu à investir par rapport à son point de départ. Parce que je me rends compte que souvent, on a des points de départ très différents et je trouve que c'est très intéressant. Non mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude qu'on me pose une question avec autant d'antériorité, mais je vais me faire un plaisir de t'y répondre. Je vais te raconter toute ma vie. Super, moi j'adore. Je vais essayer d'être bref parce que ça va peut-être pas passionner tout le monde, mais en gros, je suis originaire du sud de la France, une ville à côté de Marseille, et on va dire que j'ai eu une enfance plutôt classique. Voilà, j'étais plutôt bon à l'école, et du coup j'ai fait des études sans forcément par grande passion, mais plus parce que c'était un petit peu la voie qu'il fallait employer pour être pour être stable financièrement et parce qu'aussi c'est mes parents qui m'ont clairement poussé dans cette voie-là. Donc j'ai fait DUT, une école d'ingénieur. J'ai été diplômé en 2010 et j'ai pas mal voyagé suite à ça. Ça a peut-être son importance, on y reviendra peut-être après aussi. Donc en gros, j'ai fait un an en Australie, je suis revenu, j'ai commencé mon travail d'ingénieur 5 ans, et ensuite j'ai revoyagé un an en Amérique du Sud, je suis revenu, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les investissements. Mais je pense qu'on parlera après des investissements, et que te dire un petit peu plus sur l'enfance, ou peut-être ce qui va t'intéresser, c'est aussi l'éducation, ce qui est lié à l'éducation financière aussi, dans ce que j'ai un peu eu comme... c'est ça qui t'intéresse, j'imagine. Oui, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que c'est une très bonne question, parce que c'est souvent ça aussi, moi, qui m'a poussé après à créer mon budget zen. C'est parce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à investir, c'est que en fait, j'avais juste pas d'éducation financière, tu vois, comme beaucoup de monde. Et j'ai vécu en fait avec des parents qui sont qui, on va dire, qui font partie de la classe moyenne. Je dirais peut-être le bas de la classe moyenne. Mon père était enseignant et ma mère secrétaire. Donc, on roulait pas sur l'or, mais on n'a jamais manqué de rien, tu vois. On n'a jamais manqué de rien. J'ai grandi dans une maison avec une piscine, tu vois, pour dire, donc c'était plutôt cool. Sauf que maintenant que je m'intéresse un peu aux finances, tu vois, je me rends compte qu'ils font partie de... Alors, sans vouloir leur cracher dessus, hein, parce que j'adore mes parents, tu vois, j'aime mes parents, mais je me rends compte qu'en termes de patrimoine, tu vois, en fait, ils n'ont rien du tout, quoi. Ils ont uniquement cette maison,
et l'intégralité de leurs dépenses passe dans cette maison. Ils n'ont aucun investissement, ni immobilier, mais ni même en bourse, ni rien. Et ça, moi, je trouve que du coup, avec le recul, je trouve que c'est pas forcément ultra pertinent, mais bref, on y reviendra peut-être après. Moi, après, ce qui m'a peut-être marqué, on va dire, dans mon enfance par rapport aux finances, c'est de voir aussi comment mes parents dépensaient, en fait, et comment ils dépensent toujours, tu vois, par rapport à leurs objectifs. Ils dépensent quasiment tout dans la maison, mais ils n'ont jamais les moyens, par exemple, de se payer un voyage, tu vois. Mm. Ou encore d'investir, ou encore même d'augmenter leur retraite. Ils se plaignent qu'ils ont une retraite pas énorme, mais tu vois, ils n'ont pas fait grand-chose en amont, et même aujourd'hui, pour l'augmenter. Et voilà, et c'est un peu dans ce climat-là que j'ai grandi, donc c'était pas un climat forcément mauvais, tu vois, mais parce que je te dis, on n'a jamais manqué de rien et tout allait bien. Mais c'est vrai que moi, avec mon regard d'aujourd'hui et les connaissances que j'ai eues sur l'investissement et même sur les idées que je veux véhiculer, c'est comment inverse à ce que moi j'ai pu recevoir comme éducation. Que ce soit dans la façon de dépenser, la façon de consommer, ou même, et même tout simplement investir pour son futur ou pour réaliser ses projets de vie, c'est des choses qui m'ont jamais été enseignées par mes parents. Et c'est des choses que j'ai pu, moi, apprendre tout seul, mais de manière autodidacte et dont je peux prendre conscience vraiment seul. Et c'est aussi la raison aussi pour laquelle maintenant je souhaite aider les gens à le faire, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans mon cas et des gens qui n'ont pas forcément eu ce déclic-là que j'ai eu et qui se retrouvent un petit peu coincés parce qu'ils n'arrivent pas à se financer ce qu'ils souhaitent ou alors à tout simplement investir pour leur futur, que ce soit pour les études des enfants, que ce soit pour une éventuelle retraite anticipée ou pour même simplement se payer un voyage, tu vois. Et voilà, c'est des choses, c'est des notions que moi j'ai voulu voilà, traiter dans mon budget zen notamment. Et du coup, alors, tu as fait une école d'ingénieur. Enfin, j'ai envie de Ouais. creuser encore un peu. Tu as fait quoi t'as fait quoi comme école? Enfin, juste pour savoir dans quel domaine, dans quel secteur Alors c'était dans les spécialités matériaux, c'était l'école d'ingénieur de Marseille qui s'appelait Les Îles à l'époque et qui maintenant s'est rattaché au réseau Polytech, et c'était dans les matériaux. Ok. Et du coup, donc tu as fait ça donc en tant que bon élève, en suivant ce que tes parents t'ont dit de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup à un moment donné? Tu t'es lancé dans ta carrière, tu t'es dit tiens, je vais aller voyager. Déjà, d'où c'est venu cette idée? Alors, ouais, c'est une super question parce que ce qui peut être super contradictoire et puis ce qui va même mener à ce déclic, c'est que dès ma première année où j'ai été, enfin, déjà j'ai fini l'école, premier truc que j'avais envie de faire, c'était pas de travailler, mais c'était de voyager, tu vois. Et je me suis dit, voilà, j'ai 23 ans, il faut que je voyage parce qu'après, ce sera trop tard, ce sera trop compliqué. Donc, je suis à 23 ans, je suis parti avec mon sac à dos en Australie, sans argent, sans rien. Et puis, j'étais ingénieur, mais je nettoyais des voitures et je faisais le ménage, tu vois. Mais alors, Donc, comment t'es venue cette idée? Tu vois, c'est bah, intéressant. c'était alors il y avait le côté aventure, tu vois, je voulais vraiment découvrir le monde déjà, je voulais apprendre l'anglais aussi et ouais, je voulais avoir une expérience en fait. Avant de commencer, on va dire le vrai travail et on va dire le côté posé et tout, je voulais voyager, rencontrer des gens, faire la fête aussi. C'était une période où je faisais pas mal la fête. Heu et voilà, je voulais avoir une expérience tout simplement et apprendre l'anglais et revenir, voilà, avec, grandi de tout ça, tu vois? Et c'est marrant, j'avais tiré une leçon de ce voyage, c'est que je m'étais rendu compte que j'avais appris plus de choses sur moi et sur la vie en 1 an de voyage qu'en 5 ans d'études, tu vois? Ah ouais. Et bon, après ça en dit long aussi sur, ce que je pense, tu vois, voilà, des études que j'ai pu faire, mais c'est clairement le premier, enfin, c'est ce qui en est ressorti. Et ouais, suite à ça, j'ai commencé donc à travailler, en tant qu'ingénieur et En je me rappelle France? dès la première, ouais, en France. En En France, tu venant? vois, dans Ouais. le sud. Et je me rappelle, hein, dès la première année, à la fin de ma première année, j'ai tout de suite dit à mes collègues ou mes potes les plus proches, j'ai dit: «Mais de toute façon, je ferai jamais ça toute ma vie, quoi. Ça enfin, je le fais parce que, j'ai fait mon école d'ingé, parce que j'ai un salaire qui est correct et tout», et encore correct, c'est un grand mot, c'était pas non plus un énorme salaire. Mais je me disais: «Voilà, je sais que je ferai pas ça toute ma vie». Enfin, j'en étais convaincu, quoi. Je dis: «J'ai fait ça pour, en gros», parce que c'était la suite logique, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Et du coup, j'ai fait 2 ans. C'est ça qui est marrant, c'est là où tu vois quand même qu'il y avait un petit mal-être, tu vois? C'est que j'ai fait 2 ans comme ça et mon seul objectif, c'est que j'ai épargné comme un fou pour me payer un autre voyage, tu vois? En gros, tu sais, je fuis, en fait, je crois que je fuyais un peu la les réalités, tu vois? Et je me repaye un autre voyage, 2 ans, et c'est aussi là où j'ai commencé à mettre en place, tu sais, tout ce qui est gestion de budget, épargne et tout pour se financer les projets de vie, hein. C'est aussi comme ça que j'apporte ma légitimité en fait à aider les gens à mieux gérer leur argent. C'est que voilà, j'avais un objectif précis et j'ai réussi à mettre 10 000 balles de côté en 1 an et demi pour me payer ce voyage, alors que j'avais un salaire de 2 000 €, tu vois? Et du coup, je me paye ce voyage et bon voilà, pareil, expérience, enfin bref, je te passe les détails du voyage. Mais au retour,
Bah, c'est le même truc, tu vois? Alors la différence, c'est que là, j'étais monté à Paris en plus, donc avec encore une autre ambiance, tu vois? Parce que Et ton modèle de voyage, juste pour comprendre, c'était j'économise, j'ai un budget de 10 000 € et je crame tout pendant un an ou je sais pas combien de temps, la durée du voyage, et je reviens, j'ai plus rien. C'était ça le alors modèle. ça non, ça c'était pour le deuxième voyage. Le premier voyage en Australie, je suis parti avec rien et j'ai travaillé là-bas. Ah Parce voilà, que ok. vu que je sortais de mon école d'ingé, je n'avais pas de sous du tout en fait. Donc je suis parti vraiment avec peut-être 1 000 ou 2 000 € le peu que j'avais gagné dans des boulots d'été et juste le temps voilà de trouver un logement et après j'ai fait que des boulots en fait pour pouvoir après me voyager en Australie. Mais je travaillais en Australie. En Amérique Ok, du Sud, pour le coup, je n'ai pas travaillé. J'ai juste là pour le coup, j'ai utilisé mon argent pour faire vraiment le tour. ok. Donc là, c'était, t'as dû consommer ton enveloppe et puis le jour où C'est il y en a ça. plus, Et bah tu je dois reviens, rentrer bah quoi. voilà, c'est ça. Bon alors Ok, j'ai toujours une petite marge, tu vois, pour prévoir, mais en tout cas oui, j'avais une enveloppe à pas dépasser pour le voyage. ok. Et après au retour, de l'Amérique du Sud, bah là voilà, je reviens dans le game, on va dire. Ouais. Donc je te laisse les détails sur la grosse dépression que j'ai eue sur les 3 premiers mois, tu vois? Surtout que j'allais habiter à Paris, tu vois? Enfin, gros changement, moi qui venais du Sud en plus. Et puis là, voilà, et c'est là où en gros j'ai eu je pense que ça a fait une très belle transition. C'est là où en fait je me suis dit: «Bon, je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, c'est quoi les solutions, quoi? Qu'est-ce que je peux faire?» Et c'est Ouais. là où j'ai commencé, à m'intéresser à l'investissement, clairement. Ouais, parce que tu t'es dit, c'est pas viable d'économiser 2 ans, partir 6 mois, économiser 2 ans, partir 6 mois. Enfin, ça aurait pu être le modèle, mais c'est. Mais ouais, mais en fait, tu retombes un peu dans la rat race, tu vois? Bah Alors ouais. à une échelle Ouais. différente, mais au final, ça finit jamais. Ça finit jamais. C'est-à-dire que, ouais, tu économises, tu te fais plaisir pendant un an, mais au final, tu retombes toujours au point de départ et en fait, tu crées rien, en fait, de concret qui va te pouvoir t'amener cette liberté parce que, au final, ce qu'on cherche tous et je pense du moins les gens qui t'écoutent et même certains qui m'écoutent, c'est qu'on cherche la liberté. Et Ah ouais. et la liberté, enfin le voyage, c'était un peu j'étais déjà en fait de cette recherche de liberté avec le voyage et avec l'investissement, je me suis complètement retrouvé parce que j'ai compris en fait que l'argent n'était pas un moyen en soi, mais plus un outil pour atteindre un objectif qui est notamment la liberté dans mon cas, tu vois? En maîtrisant bien ton argent et l'investissement intelligemment, tu pouvais construire ta liberté et voilà, et gagner des revenus passifs pour non pas pour siroter des cocktails au bord de la plage, mais tout simplement pour avoir le temps de faire ce que tu veux, soit des projets qui te font kiffer ou soit, passer du temps avec tes enfants, soit voyager, enfin bref, après chacun fait ce qu'il veut de son temps, mais vraiment avoir l'actif le plus précieux qui est le temps, quoi. Mhm. Alors, du coup, j'essaye de m'imaginer. Tu Imagine-toi. arrives à Paris avec, du coup, t'as cramé avec des super souvenirs dans ta tête d'un super voyage extraordinaire. Tu arrives à Paris avec un job, j'imagine, tu as retrouvé un travail du même acabit dont tu étais Ouais, c'était en fait, satisfait. j'avais fait un congé sans solde en fait, donc j'étais resté dans la même boîte en fait. J'ai Ah juste ben été voilà. muté. Donc du coup, tu te retrouves là. Mais je sais pas si t'as déjà. Est-ce que tu avais déjà commencé à te cultiver d'un point de vue financier avant de rentrer, ou est-ce que quand t'es arrivé, c'est à ce moment-là que tu t'es dit attends, faut que je commence à me bouger, qu'est-ce que je fais? Enfin, où en était ta culture financière en fait à ce moment-là quand tu arrives à Paris? Tu savais que tu voulais pas continuer à bosser sur le long terme. C'était quoi tes connaissances à ce moment-là? Elles étaient très proches de zéro. Alors, je vais taguer la finance sous 2 aspects. Le côté budget, gérer un budget, épargner ce que je voulais, ça j'étais vraiment bon. J'étais déjà très bon parce que c'est ça qui m'a permis de matérialiser mes autres projets de vie, qui est notamment les voyages. Mais côté investissement, j'étais mais 0 pointé, quoi. Je n'avais aucune connaissance, je savais pas ce que c'était la bourse, ni l'immobilier, ni rien. J'ai vraiment commencé à creuser le sujet en 2017 et quand je suis rentré du voyage, c'était en 2015. En 2015, j'avais un autre objectif de vie. Il est derrière moi là, c'est ces guitares que tu vois là. Ah ok. C'est en gros, je suis un passionné de musique et à cette époque-là, en fait, quand j'étais parti en Amérique du Sud, j'étais parti avec un pote. En gros, on était parti guitare sur le dos. Avec, voilà, on avait commencé à monter notre groupe en gros sur la route. Et au retour de Paris, l'objectif c'était de monter un groupe à Paris. C'est pour ça aussi que j'étais monté à Paris. Donc en gros, mon objectif à ce moment-là, je pensais pas en fait aux investissements parce que j'avais ce rêve de ok, on va tout péter à Paris et puis voilà, ça va marcher et voilà, on était parti là-dessus. Alors, super expérience, hein, voilà, un groupe qui a marché, alors à notre humble mesure, tu vois, on a fait 2 albums, on a tourné dans Paris et tout, mais ça n'a jamais marché suffisamment pour, on va dire, en vivre, très loin de là d'ailleurs, mais ça a été une super expérience. Mais en 2015, on va dire, j'étais focus sur cet objectif-là qui était la musique. Et c'est que en 2017 où j'ai commencé à me dire, bon, la musique c'est cool, mais pour l'instant, tu vois, ça, c'est pas ça qui va m'apporter la liberté, du moins tout de suite, tu vois. Et tu vois, la musique, c'est toujours pareil, ça dépend. Tu sais, des fois, il suffit d'une rencontre pour que ça marche. Et tu peux aussi rester pendant 15 ans à galérer, et puis au final, bon, retomber dans ce cercle où tu travailles pour de l'argent, et même si tu fais ta passion, mais tu vois, c'est quand même compliqué.
Et c'est là où j'ai commencé en 2017 à me poser les questions sur, bon, ok, c'est quoi l'autre porte de sortie en fait? Et c'est là où j'ai commencé à creuser l'investissement. Et là, du coup, entre 2015 et 2017, tu as pu avoir des bonnes pratiques budgétaires pour déjà économiser un petit pactole pour en 2017 avoir déjà quelque chose. Exactement. En fait, de 2015 à 2017, j'ai continué la même méthode du budgeto qui me permet d'épargner beaucoup. D'une part, pour me faire plaisir, je me suis acheté des super guitares, tu vois, parce que c'était mon kiff du moment, mais aussi pour avoir un apport pour mon premier investissement immobilier qui arrive en 2017. Alors, super. Et donc, tu t'es dit, j'attaque par l'immobilier. C'était ça ton idée? C'est ça. Bah ouais, comme beaucoup de Français, l'immobilier, ça rassure. À l'époque, la bourse, ça me paraissait compliqué, risqué, tout ça, alors que maintenant, aujourd'hui, plus du tout. Mais, Ouais. mais j'ai commencé par me dire, bah ouais, l'immobilier, c'est la base, il faut que j'investisse. Mais vu que je suis encore trop instable, que bah, je sais pas si je vais rester longtemps à Paris, et que sur Paris, c'est trop cher. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais acheter un appart à Marseille, parce que c'est de là où je viens, c'est là où je connais mes parents et tout. Donc j'ai commencé à creuser le sujet, alors sans vraiment me former, tu vois. C'est là, ça a à la fois été une bonne idée, une mauvaise idée, puis on pourra en revenir après. Mais j'y suis allé un petit peu, allez, je m'en fous, j'y vais. Et puis en plus, c'était pas facile parce que j'étais à Paris et je faisais des visites à Marseille, tu vois. Et donc c'était pas très très pratique, on va dire, pour être réactif, pour trouver la bonne affaire. Donc j'ai commencé à faire des visites et quand j'allais voir mes parents, je cumulais 3-4 visites le week-end pour mettre dedans. J'étais parti sur un projet, finalement, j'avais annulé un peu au dernier moment parce que je le sentais pas. J'avais très bien fait d'ailleurs parce que c'était pas du tout un bon truc. Et puis finalement, j'ai sauté le pas, je sais pas, au bout de la 10e visite, j'ai dit bon, c'est pas parfait, mais j'y vais, tu vois. Et voilà, c'était mon premier investissement en 2017, que j'ai toujours. Trop cool. Et Et du j'en coup, suis très c'était fier parce que un ça a appart? été. C'était quoi, du coup, le modèle de ton premier investissement? C'était un studio qui était proche des facs de médecine, pour ceux qui connaissent, proche de la Timone à Marseille. Parce que voilà, je me suis dit, bah, ça me rassure, s'il y a des étudiants, tout ça. Et donc voilà, c'était un T1, 28 mètres carrés. Tu veux que je te donne les chiffres? Bah oui, je veux bien. Je pense que ça intéresse tout Ouais. le monde. Je l'avais payé 79 000 euros Ouais. à l'époque. Alors, il y avait un peu de travaux. Alors, tu vois, ça, c'était une très très grosse erreur que j'ai fait. Il y avait un peu de travaux, mais je me suis dit, ouais, on verra après et tout. Très grosse erreur. Donc, du coup, je l'ai loué en l'état. Et voilà, et puis j'ai eu des petits soucis, donc après, bah, j'ai fait les travaux. Donc voilà, mais je l'ai payé 79 000 et je le louais 520 au début. Et Ouais. maintenant, il est loué 560 parce que du coup, je l'ai remis au goût du jour et j'ai fait un truc un peu plus propre. D'accord. Ok. Et du coup, j'ai une mensualité de 406, ce qui me fait un cash flow de à peu près 150. Mais en Ouais. net, je suis à zéro, quoi. Je suis autofinancé parce que ça couvre les charges, quoi. Ouais, c'est déjà pour un premier investissement avec la fleur au fusil, ça va. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Bah Sachant qu'au ouais. début, j'avais pris un prêt sur 15 ans parce que, bah, au début, comme beaucoup de monde qui n'y connaissent pas, disent ouais, il faut prendre le plus court, comme ça je rembourse vite. Ouais, Sauf ouais. que du coup, bah voilà, j'étais un cash flow négatif. Et quand j'ai commencé à me former et comprendre, j'ai dit bon, en fait, non, c'est complètement con. Bon. Du coup, là, j'ai fait une modulation de crédit. Et ben voilà, j'ai baissé ma mensualité pour arriver à l'autofinancement. Donc j'ai réussi à limiter la casse, on va dire. Entre l'augmentation du loyer grâce aux travaux et la diminution du crédit, j'ai pu avoir un truc qui s'autofinance et voilà. Ah oui, mais du coup, comme t'as peut-être pas emprunté les travaux au départ, du coup, t'as dû les mettre de ta poche après coup. C'est C'est ça, ça exactement. le gros bug du démarrage, quoi. Ouais, d'avoir Ouais, il y a eu pas plusieurs bugs, hein. Il emprunté y a un eu peu de ça, travaux. c'est ça, puis il y avait les menuiseries à faire. Donc tu sais que les menuiseries, ça coûte une petite blinde. Donc les menuiseries, bon, après, il n'y a pas grand-chose. Il y avait sol, peinture et menuiserie, donc c'était pas énorme, mais tu vois, il faut quand même les sortir. Et puis, du coup, j'ai fait les travaux moi-même parce que j'avais pas forcément les sous pour payer quelqu'un, tu vois. Donc quand t'habites à Ah Paris, que tu ouais, vas faire les travaux à Marseille, ben voilà, j'ai pris 1 ou 2 semaines de congé sur ce montant, tu vois. ouais. Mais En bon, tout cas, voilà, tu vois, c'est ça fait partie formateur. des. Ouais, C'est ouais. ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'est le fait d'être allé la fleur au fusil, c'est quelque chose que à la fois je recommande, à la fois que je recommande pas. Je le recommande pas parce que forcément, enfin toi comme moi, tu vois, on fait de la formation, donc on a envie de dire il faut te former avant de démarrer. Mais des fois, je me dis y aller un peu comme ça à l'arrache, ça c'est tellement formateur aussi. Mais alors sur des tout petits trucs, attention, on dit pas de pas y aller avec je dirais jamais ça sur un immeuble de rapport, tu vois, très loin de là, parce que là, les erreurs coûtent beaucoup plus cher. Mais sur un petit studio, au final, bon, ça m'a coûté quelques centaines, quelques milliers d'euros peut-être, mais sur le long terme, je me suis largement retrouvé et j'ai tellement appris aussi en fait avec les erreurs que j'ai fait que sur les projets d'après, bah, j'ai pas du tout fait ces mêmes erreurs, quoi. Enfin, ça fait une parfaite transition, du coup. Comment t'as fait les projets suivants, une fois que t'avais fait ça?
Ouais, alors moi j'ai pris mon temps, tu vois, contrairement à beaucoup de gens, dont toi, qui sont des énervés, qui sont, mais que je respecte quand pas Ah possible, mais non, ouais. non, non, mais moi je vous respecte trop, hein, parce que voilà, ouais, j'ai pas eu, on va dire, l'énergie pour enchaîner comme ça. Alors, d'une part, j'avais pas d'énergie, mais aussi il y avait la situation qui faisait que c'était compliqué, parce que 2017, donc j'étais à Paris et j'avais ici à Marseille. Du coup, ensuite, j'ai rencontré ma femme, on a déménagé 3 fois en 3 jours, donc c'était très, enfin, en 1 an, on a déménagé 3 fois. J'ai changé de boulot, donc j'étais toujours en période d'essai. Enfin bref, donc c'était pas les meilleures conditions pour épargner, pour emprunter. Donc j'ai attendu 2 ans. Et en 2019, du coup, on achète. Donc je voulais absolument acheter un deuxième sur Paris, mais bon, c'était plus cher. Donc on a acheté en banlieue parisienne avec ma femme pour louer. Mais c'était le moment où, en fait, on devait quitter encore. En fait, on a enchaîné des sous-locs. Enfin, on était un peu en galère avec ma femme pendant 2 ans sur Paris quand on s'est rencontrés. Et du coup, vu on devait retrouver un appart, on s'est dit, on va habiter dans l'appart dans lequel on a investi. Mais il avait été acheté pour louer, donc on l'a pensé vraiment investissement, tu vois. Ça, c'est une très Donc ça, bonne c'est chose, ouais. Je suis d'accord avec ouais. toi que ça, c'est bien. Enfin, Alors d'avoir... ça, c'est pas facile, hein. Je trouve que c'est pas Ouais. facile, tu vois, d'avoir les deux concepts en même temps, d'avoir un truc qui sert à la fois pour TRP et à la fois pour futur pour l'investissement. Mais on a fini par trouver, et donc c'était en banlieue parisienne, vers Noisy-le-Grand, donc proche de la future gare du Grand Paris. Ouais. Et enfin même très proche en fait, là où il y aura 2 lignes de métro, donc potentielle plus-value importante. Et sur celui-ci, donc on a habité 1 an et demi dedans. Au bout d'un an et demi, du coup, on a déménagé, on est venu à Avignon. Et là, on l'a mis en location, et puis là, il est loué. Donc pareil, pour donner un peu les chiffres, on l'a payé 135 000. Euh, alors, sans travaux, enfin, avec des travaux, mais du coup, qu'on a financé nous-mêmes, qu'on n'a pas fait financer, parce qu'on n'a pas réussi surtout à le faire. Là, du coup, on a fait faire les travaux avant d'y habiter. On a fait un emprunt sur 25 ans, donc tu vois, déjà, on avait Ouais, compris un peu le nickel. concept, bah, voilà, Ouais. de prendre des petites mensualités pour avoir du cash flow. Et voilà, on a une mensualité de 540 et un loyer de 850 à peu près. Ouais, nickel. Donc déjà un peu mieux, quoi. Ah ouais, Donc en, ouais, en ouais, cash c'est flow cool. net, on est à 150 euros net une fois que toutes les charges sont payées, quoi. Ouais, c'est cool. Donc, C'est cool, sans compter la plus-value enfin, la plus-value latente qui est vraiment, vraiment énorme, parce que on l'a acheté en 2019, entre 2019 et 2022, bah, tu dois le savoir, mais tu sais, avec le Grand Paris, voilà, les prix, ça va, ça va très très vite, quoi. bah Et je ouais. pense que voilà, il y aura une belle plus-value à la clé sur ce bien-là, quoi. Bah oui, et surtout que, enfin, je trouve que en banlieue parisienne, enfin, en région parisienne, je trouve que avoir de la bonne rentabilité comme ça, c'est pas évident, quoi. Ah, c'est Enfin, super dur. donc, Franchement, on a mis peut-être 5 mois avant enfin, d'y aller. Et ça fait partie des trucs où, tu sais, j'étais tellement à l'affût que le truc qui sort le dimanche matin à 9h sur le Bon Coin, j'appelle à 9h02, à 10h, j'étais là-bas pour visiter en premier, et j'ai fait une offre au prix, quoi. ah Mais oui, là-bas, donc c'était c'était, même pas possible de négocier. Enfin, au début, j'avais essayé de négocier à Paris, mais en fait, non, quand c'est une bonne affaire en région parisienne, ben, enfin, je sais pas comment ils font les gens qui négocient à Paris, tu vois, à part quand c'est du off-market, peut-être qu'ils peuvent, mais quand c'est mis sur le Bon Coin, si c'est un bon prix, j'ai essayé de négocier, hein. Moi, à chaque fois, les gens, on m'est passé devant, tu vois. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas ah négocié, j'ai ouais, demandé ouais, au prix, et voilà. bah Premier, nickel. pro- Ah, premier trop à bien. appeler, premier à visiter, et voilà, on l'a eu. Trop bien. Et du coup, jusqu'en 2019, tu faisais que de l'IMO, ou t'as déjà un petit peu attaqué aussi d'autres types d'investissements en même temps? Alors, donc 2017, premier investissement IMO, et j'ai commencé à m'intéresser. Alors, j'ai commencé la crypto en 2017 aussi. Fin 2017, j'ai commencé la crypto, et j'ai commencé la bourse en 2018. Donc, j'ai commencé voilà, à développer ça parce que je pouvais pas réinvestir dans l'IMO pour ce que je t'ai dit, il y avait une situation pas forcément stable pour emprunter. Et j'ai commencé à voilà, investir en bourse, en crypto, avec de belles erreurs de débutant, je te laisse imaginer aussi. Surtout en crypto, parce que c'était pile pendant le bull run de 2017, donc j'ai perdu 85% de ce que j'avais mis, tu vois. Donc tu veux dire que c'était le grand pic où tout le monde en parlait à la télé et que tout le monde C'est disait que ça, c'était quand génial. Ah oui, c'était le moment à pas faire, c'est ça. Enfin, moi je m'y connais pas c'est très bien ça. encore. Ben, ça fait partie, tu vois, des erreurs que j'ai appris, c'est que quand on en parle aux vendeurs, c'est pas là qu'il faut acheter, tu vois. Enfin, c'est pas le meilleur moment pour acheter, en tout cas. Ok, Et ok. ouais, donc j'ai commencé en parallèle avec crypto et bourse. Donc avec des petits montants au début, hein, pour comprendre, parce qu'en parallèle, je me formais, je lisais, comme pour l'IMO, hein, je continue à me former, à lire, à faire des formations en ligne, tout ça pour développer les compétences sur tous ces aspects-là, quoi. Mais finalement, c'était hyper formateur quand même parce que tu as dû développer. Enfin, je me dis, enfin, j'essaie de réfléchir même à des auditeurs qui se posent des questions, mais c'est vrai que au pire, t'achètes un peu de crypto et de bourse, mais le fait que tu te plonges dedans, que tu t'intéresses, que tu fais de la lecture,
bah, ok, tu auras peut-être perdu un peu d'argent parce qu'au départ, on est forcément novice. Mais je sais pas, j'imagine que ça t'a donné des clés pour la suite. Enfin, je te pose. Complètement. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent en coaching ou même dans mes contenus, c'est que c'est peut-être mieux des fois, tu vois, de mettre 50 balles sur un compte titre, sur un PEA ou sur une crypto, plutôt que de connaître tous les livres par cœur et ne jamais investir, tu vois. Parce que quand tu vas mettre ton vrai argent dedans, même si c'est 20 balles, bah, tu vas commencer à regarder ton portefeuille et puis tu vas dire, ok, pourquoi ça baisse? Et là, tu vas commencer à creuser, en fait. Et c'est là où tu vas vraiment t'intéresser. euh, Qu'est-ce que c'est la bourse, qu'est-ce que c'est la crypto, même qu'est-ce que c'est l'IMO. Et comme avec mon premier bien, tu vois, je suis allé à l'arrache, et c'est ensuite que je me suis formé parce que je savais pas ce que c'était un syndic, je savais pas ce que c'était quoi des charges de copro, j'avais rien de tout ça. Et quand tu es confronté au problème, et ben là tu creuses, là tu vas chercher. Donc après, je me suis formé, hein, évidemment, avec des bouquins, avec des formations en ligne, tout, j'ai complété ça. Mais si j'avais pas fait la première action, si j'avais pas investi dans ce premier bien, j'aurais peut-être continué à regarder des contenus gratuits à l'arrache sur internet et j'aurais jamais rien fait. Et pareil pour la bourse, et pareil pour la crypto. Si j'avais pas mis mes vrais 100 premiers euros sur Bitcoin, j'aurais continué juste à regarder de loin le cours et puis j'en aurais parlé voilà, en soirée pour rigoler, tu vois. Mais quand tu mets ton vrai argent dedans, c'est là où tu commences à vraiment creuser les sujets. Et alors, du coup, pour les cryptos et la bourse, t'es satisfait de tes investissements? Enfin, c'est-à-dire qu'en 2017, 2018, 2019, t'as commencé à mettre de l'argent, mais des sommes conséquentes ou encore expérimentales au début? Enfin, c'est juste pour essayer de comprendre un peu. Ouais, ouais, bien sûr, non, mais c'est une très bonne question. Je dirais que c'était encore des sommes dérisoires jusqu'à 2020. Ok. Sachant qu'en 2017, voilà, là je parle pour la crypto, bah voilà, quand tu mets, que tu perds moins 82%, bon, ça fait quand même réfléchir, tu vois. Donc j'ai juste rien fait, j'ai pas vendu. Ça a été dur hein, quand même de pas vendre, c'était des petites sommes, c'était quand même dur. J'ai rien fait. Et puis, ben voilà, le marché il a rebondi, et puis t'as dû voir en 2021 ce que ça a pris, et là, sans rien faire, j'ai quand même fait, je crois, un x4 ou x5 sur mes petits investissements de l'époque, en fait, tu vois. Donc c'est cool, parce que déjà j'ai récupéré mon capital, et puis j'ai pu là, cette fois-ci, j'en ai sécurisé un petit peu. Et sur la bourse, j'ai commencé vraiment petit, d'abord sur le PEA et sur l'assurance vie, vraiment, parce que voilà, une assurance vie. Alors, l'assurance vie, je l'ai fait en 2015, en fait, mais que du fonds euro, et j'ai commencé à mettre un peu sur unité de compte doucement. J'ai commencé à mettre sur le PEA aussi, mais vraiment des petites sommes. Et c'est vraiment à partir de 2020, pendant la période du Covid, où, ben, comme tout le monde, hein, je me suis mis un peu plus en mode agressif. Et là, depuis 2020, on va dire, j'investis voilà, des sommes beaucoup plus conséquentes. Alors, je pense que tu dois connaître peut-être la méthode DCA. Je fais du DCA, Oui. je sais pas si ça Oui, te parle. DCA, ça veut dire qu'on rentre tranquillement pour lisser le prix d'entrée, c'est-à-dire de pas. Exactement. DCA, ça veut dire Dollar Cost Average, et ça veut dire en gros acheter les mêmes actions, les mêmes supports, on va dire, régulièrement au même montant. Comme ça, on n'est pas, on limite les risques en fait d'être submergé par nos émotions et dire ok bah là il faut que j'achète là. Enfin, ça évite de timer le marché en fait. T'achètes sans réfléchir mécaniquement tous les mois à la même date ou toutes les semaines, tous les trimestres, peu importe. Comme ça t'évite en fait d'être submergé par tes émotions et t'achètes mécaniquement comme un robot en fait. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne sur la plupart de mes investissements. En fait, même crypto, maintenant, je fonctionne de la sorte. Sachant que j'ai eu des périodes où j'ai investi plus. Hein, j'ai pas fait j'investis aujourd'hui, enfin, maintenant, tous les mois, une certaine somme tous les mois. Mais j'ai eu des périodes où j'investis beaucoup plus hein, pour rentrer. Voilà. Ouais, ouais. Ok, ok, bah c'est très clair. Et du coup, alors en IMO, tu t'es arrêté là en 2019 pour Noisy-le-Grand ou est-ce que t'as continué? Alors, donc au début, bah, du coup, on a vécu dedans avec ma femme. On est sur le coup, tu vois, on n'est pas forcément, comment dire. En fait, on voulait se barrer de Paris, donc on s'était dit c'est pas encore le meilleur moment pour enchaîner parce que bah si on veut se barrer, machin, tout ça. Donc on s'est concentré sur le fait de partir et on est parti. Donc bah, quand notre petite est née, ça nous a un petit peu mis le coup de pied derrière aussi pour agir parce que sinon on serait jamais parti de Paris. Donc en quelle Et année vous êtes parti? c'était En... 2021. Ok. 2021, on est parti à Avignon et en fait, en 2021, c'était le moment aussi où moi, voilà, mon budget Z, je l'avais en activité annexe en fait, en plus de mon travail salarié pour tester l'idée. Et je me suis dit, début 2022, je mets à temps plein sur le projet, je démissionne, je mets à temps plein. Donc, en 2021, je me suis dit, bon, si je veux investir dans l'immobilier, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, quand on démarre l'entreprise, ça va être très très compliqué. Et du coup, on s'est mis en mode brutasse avec ma femme. On se dit, bon, on va acheter Avignon, quoi. On va acheter Avignon, et c'est ce qu'on a fait. On a trouvé, je crois, la meilleure affaire, du moins sur les 3 qu'on a, on a trouvé vraiment le meilleur plan. Donc ça s'est fait en 2021. C'est un appart, du coup, qui était un T3, qu'on a transformé en T4.
qui est donc proche des remparts à Avignon, qui est vraiment donc très proche du centre-ville et de la gare SNCF. Et c'était un 70 mètres carrés qui était un T3, et la cuisine, on l'a transformée en chambre, et du coup, on a fait une cuisine ouverte au salon, ce qui est un petit peu classique, hein, pour les gens qui font ce type d'opération. Et voilà, et on a fait un super projet parce qu'on a touché le bien à 82 000 €, le parking à 1 500 €, alors que normalement, il en vaut 10 000, donc c'était une super affaire. Et voilà, et on loue les chambres 380 € pour les Ouais. étudiants, ce qui nous fait une mensualité de 1 140 € par mois, Ouais. pour un crédit qui devrait être autour de 450. Ah ouais, c'est nickel. Donc là, ça a été notre C'est vraie top. première belle opération. Là, on a enfin appliqué tout ce qu'on a appris toutes ces années, c'est-à-dire on a emprunté sur 25 ans, donc petite mensualité, on a inclus les travaux dans le prêt, on a pu avoir un financement à 110%. Enfin, sur celui-là, on a fait jackpot, quoi. Contrairement aux autres, on a Génial. toujours mis de notre poche. Donc on a fait jackpot, c'est-à-dire, voilà, on n'a pas sorti 1 euro, enfin si, on a sorti genre peut-être 2 000 € pour les frais de dossier et le CAMCA, là, tu sais, l'assurance, enfin la garantie, je sais pas quoi, là, tu dois mieux connaître les termes que moi, tu sais, les banques prennent une garantie, là, Le crédit logement? crédit logement, voilà. Ah oui, pardon, parce que Camca, je connaissais pas, mais En crédit fait, logement, CAMCA, oui. c'est les crédits agricoles, et c'est leur nom, mais Ok, c'est le même principe. ok. Donc voilà, en gros, il y a juste ça qu'on a payé de notre poche, mais tout le reste, travaux, a été financé, et on a eu un différé de crédit sur 2 ans aussi. Ce qui fait que là, aujourd'hui, bah voilà, on a pu, du coup, bah, bah on s'est renfloué, et puis là, on est déjà en train de, bah, tout ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est pour notre prochain projet, quoi. On arrive enfin à rentrer dans ce cercle vertueux où on arrive à, voilà, on a un truc enfin, qui tourne, qui nous apporte déjà le prochain apport du futur appart, tu vois. Ah oui, donc ton plan, c'est de continuer dans l'immobilier en même temps et enfin, t'as en Alors, tête de continuer ou pas l'IMO? oui, mais pour notre résidence principale. Le prochain Ok. projet, ça va être pour la RP, et je vais te dire pourquoi. Ouais, 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 vas-y. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que, avec ma femme, là, ça y est, on est bien où on est, et on a envie de, bah, voilà, d'avoir notre, bah, voilà, notre maison, tout simplement, et on a envie de se poser et puis de capitaliser, enfin, parce qu'en fait, pendant un moment, comme beaucoup de gens, et je pense que tu dois peut-être le penser, je sais pas, mais beaucoup de gens, de gens sur YouTube et d'influenceurs disent qu'il faut surtout investir dans l'RP, d'abord en locatif. Ça a été mon choix pendant longtemps, et je le comprends tout à fait, suivant notre situation. Mais maintenant que moi, je suis un peu posé, tout ça, j'ai quand même envie, tu vois, je comprends quand même ces gens-là qui ont envie d'avoir leur chez eux. Et il y a aussi quand même une notion qui, quand même, je trouve super importante quand tu as TRP, c'est que tu pas imposé sur la plus-value. Et ça, c'est quand même un truc que tu peux pas avoir avec le locatif. Alors, pas toujours, hein, un système, hein, tu dois connaître le truc de, enfin, quand t'es pas propriétaire depuis 5 ans, enfin, je sais qu'il y a une Oui, moyen oui, d'être sur la plus-value avec le locatif, mais c'est quand même plus compliqué. Alors, quand c'est ta RP et que tu raisonnes un peu comme un investisseur, tu peux faire des très bons plans, quoi. Je connais, moi, des gens qui ont fait des plus-values de malades juste avec ça. Et notre objectif avec ma femme, c'est de prendre un truc pourri, faire comme un investisseur, hein, tu prends un truc pourri, tu t'intègres les travaux dedans et tu apportes de la valeur dans le bien. Comme ça, déjà, nous, on repart sur un truc zéro, on va avoir un truc nickel à notre goût. Mais le jour où on va le revendre aussi plus cher et sans plus-value. Donc, c'est un peu ça notre futur projet. Ça, c'est la première option. Et la deuxième ouais. option, c'est un truc qui est pas trop connu, mais voilà, c'est pour ça que je suis un peu frilé aussi, parce que je pense que ça demande aussi pas mal de compétences, c'est de faire la construction neuve, mais ça s'appelle la stratégie de la doublette. Je sais pas si ça te parle. Ah, C'est- d'acheter un terrain et de construire deux maisons et t'en vends une Exactement. et tu t'habites dans l'autre, quoi. Exactement. Et ça fait partie voilà, des concepts qu'on essaie de creuser en ce moment. Bon, ça demande quand même pas mal de compétences que j'ai pas forcément, donc voilà, j'ai envie de me former aussi pour être sûr de pas faire n'importe quoi. Mais ça fait partie voilà, des solutions tu vois, on a envie d'investir dans notre ERP, mais tu vois, j'ai envie de dire pas Intelligemment. comme voilà, pas comme Ouais. 90% des gens où voilà, je mets toute ma capacité d'endettement et je veux les derniers trucs sans travaux, machin. On essaie quand même de garder ce raisonnement d'investisseur qui est Ouais. OK, bah, en fait, déjà qu'on garde la capacité d'endettement pour enchaîner après, que même si voilà, on fait des travaux, tout ça, ben, la plus-value, enfin, dans la plus-value, on s'y retrouvera et sans impôt, et éventuellement avec cette option de construire 2 maisons, soit une qu'on loue pour du coup diminuer de mensualité de crédit, soit on fait une sorte d'achat-revente, quoi, et en gros, avec la plus-value, ben, on diminue le crédit, du coup, qui diminue la mensualité. Ou après, ben, ou cet apport nous sert pour un autre projet, enfin bref, après, à voir, on arbitrera, tu vois. Mais voilà, le quatrième projet, en tout cas, ce sera entre ces deux trucs-là.
Ah, c'est génial. Ça me parle trop parce que nous, justement aussi, notre 4e projet, c'est la résidence principale. Donc Ah, ça résonne en moi tout ce que ça tu dis. résonne. Ah, c'est cool, je suis pas le seul à avoir eu un peu Ouais, la démarche de ouais, un ouais. peu l'un, mais pas trop l'autre, mais finalement Mais, oui. mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le fait d'avoir fait du locatif avant fait qu'on va pas acheter la résidence principale de la même façon que si on l'avait acheté en premier. Ah oui, complètement. On a complètement un esprit financier derrière en se disant, ok, j'achète ma résidence principale, mais je vais en faire une bonne affaire quand même, quoi. C'est ça, ouais. Et puis mine de rien, tu vois, à force d'avoir, tu vois, après avoir fait 3 projets et tout ça, t'as as quand même aussi cet œil différent quand tu vas visiter un bien, tu vois, tu sais ce qu'il faut faire attention, tu vois, tu vois, moi je sais que pour mon premier appart, par exemple, je n'avais pas regardé les communs, quoi. Et puis maintenant, je me dis, bon, ça a quand même son importance, tu vois, parce que ben ouais, avec mon premier appart, le syndic, c'est une catastrophe, en fait, il gère rien, machin. Mais t'as pas que ça, t'as même, tu vois, je sais que par exemple, un truc qui est pour moi essentiel, c'est la luminosité. Tu peux avoir un truc tout pourri, mais si c'est pas lumineux, bah, c'est très compliqué de rendre un truc lumineux après, quoi. Tandis que si c'est lumineux, mais qu'il faut refaire une salle de bain, bon, bah, la salle de bain, tu la refais, quoi. Ça coûtera de l'argent, mais tandis que la luminosité, non, en fait, c'est vraiment propre au bien, quoi. Et tu vois, il y a plein de petits critères comme ça, que à force de visiter, à force de faire des choix, bah, tu vas. Pour ta résidence principale, ça sert aussi, quand même, quoi. Ah, c'est génial. Et alors, du coup, parce qu'en fait, c'est vrai que finalement, là, l'épisode, ça fait un peu comme une petite histoire de celui qui avait pour plan de pas devenir ingénieur. Donc là, tu considères que tu es devenu libre financièrement grâce à ton immobilier, ta bourse, tes cryptos et ton activité de podcasteur, formateur avec mon budget zen. Alors, Ou moi, pas? Parce je qu'on distingue dit que vraiment deux c'est... notions. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Moi, je distingue la notion de libre financièrement et indépendant financièrement. Pour moi, l'indépendance financière, c'est quand tu n'es plus salarié et que tu gagnes de l'argent bah, sans patron, quoi, en gros à ton compte. Ce que je considère être aujourd'hui, parce que du coup, j'ai démissionné et je suis à mon compte. Mais je ne me considère pas libre financièrement. Pour moi, libre financièrement, c'est toi, tu vois. Ah bon? Parce que, ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, être libre financièrement, c'est-à-dire que les revenus qui proviennent de ton patrimoine te permettent de couvrir tes dépenses quotidiennes. Ce qui, ce qui fait que si tu ne veux pas travailler du tout, tu peux vivre quand même. Bon, aujourd'hui, non, j'ai quand même besoin de gagner de l'argent pour comment dire, pour subvenir à mes besoins. Donc, c'est pour ça Ok. que j'ai besoin, donc c'est pour ça que je me considère indépendant financièrement. Après, sur l'objectif de liberté financière, donc le fameux FIRE que tu dois connaître aussi, Mhm. euh, Alors peut-être pour les auditeurs, FIRE, c'est, je suis pas sûre que les auditeurs, enfin mes auditeurs connaissent ce terme. FIRE, ça veut dire enfin c'est un concept américain, c'est ça? ouais, c'est ça. Qui veut dire que c'est quoi l'acronyme déjà? FIRE. Financial Independent and Retire Early. Voilà, Donc, l'indépendance exactement. financière et la retraite précoce. Voilà, c'est ça. La mode de partir à la retraite à 40 ans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu le cliché, mais c'est ça, enfin, c'est ce que ça veut dire, en tout cas, c'est le concept. Et moi, aujourd'hui, je l'ai pas encore, enfin, je suis pas encore, j'ai pas encore le FIRE. Après, je me suis fixé un montant de patrimoine à atteindre, patrimoine net, hein, bien sûr. Et là, on va dire, aujourd'hui, je suis entre le tiers et la moitié, quoi, à peu près. Ok, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà très bien. Ben, je suis C'est déjà parti bien. de zéro il y a 4 ans, donc je suis parti de zéro de patrimoine voilà, au tiers de ce que je veux, donc je suis content, quoi. Ouais, ah ouais, non mais c'est génial. C'est trop Ouais, cool. ouais. Je sais pas si on a fait le tour là, où il y avait encore des autres investissements dont on n'a pas parlé. Moi, j'ai un petit peu testé tout ce qui est testable, je crois, en investissement. Bon voilà, il y a les 3 biens d'immobilier dont je t'ai parlé. Il y a la bourse. Alors la bourse, je l'ai testé sous toutes ses formes aussi, hein. J'ai testé par le PEA, l'assurance vie, le compte titre. Et j'ai testé toute stratégie, dividendes, ETF, actions, obligations. Enfin bref, j'ai un peu tout essayé. Crypto. J'ai aussi enfin, j'ai essayé de diversifier le côté immobilier avec les SCPI, par exemple, et le crowdfunding immobilier. J'ai essayé aussi le crowdlending. Je sais pas si Alors, des investissements crowdledging, que je tu sais même pas connais. ce que ça veut dire. Crowdlending, en gros, c'est le fait de prêter à des entreprises, mais souvent des TPE ou PME. Avec Et des taux d'intérêt, j'imagine, du coup, intéressants. c'est ça. En général, tu les as entre 5 et 8% comme taux d'intérêt. Par contre, du coup, c'est un peu plus risqué, quoi. C'est un peu plus risqué parce que c'est des petites entreprises. Souvent, si elles demandent aux particuliers de t'emprunter, c'est que la banque a refusé de les suivre. Bah Donc, tu oui. vois, tu as quand même ce risque-là qu'il faut prendre en compte. Le crowdlending, donc, c'est une façon d'investir aussi qui est pas mal, qui permet de diversifier aussi son patrimoine. C'est avec des risques différents. Ce qui est bien, c'est que tu peux investir avec des petits montants. Tu peux investir à partir de 20 euros. Et voilà, et tu peux choisir les projets sur lesquels tu investis.
Mais par contre, du coup, il faut investir aussi manuellement, donc c'est un peu plus actif. Mais voilà, c'est un truc que tu peux faire quand même depuis chez toi. Et tu peux aussi lisser ton risque, hein, tu peux diversifier sur plusieurs projets, donc en cas de défaut de paiement. Mais voilà, il y a quand même un risque qui est important à prendre en compte, c'est que il faut vraiment prendre en compte le fait que si ces petites entreprises demandent aux particuliers de les financer, c'est que les banques n'ont pas voulu. Et si les banques ne veulent pas, c'est qu'elles considèrent qu'il y a un risque. Voilà. Donc il faut tenir compte de ce risque-là, tu vois. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ton profil, c'est que tu es un peu touche à tout. Du coup, tu t'es vraiment amusé à voir un petit peu tout ce qui existait. Typiquement, moi, on n'a pas fait encore tout ça. On n'est pas, on s'est plus spécialisé sur l'immobilier et on commence seulement un peu à s'intéresser au reste. Et du coup, tu as peut-être une vision réfléchie par rapport à la diversification et quel est ton portefeuille idéal par rapport à qu'est-ce que tu voudrais avoir dans ton portefeuille idéal en pourcentage d'immobilier, pourcentage de crypto, pourcentage de matières premières, pourcentage de bourse. Est-ce que toi, tu as une idée un peu là-dessus, sur ton portefeuille idéal, vu que tu as déjà un peu touché à tout? Ouais, non, c'est une super question. Bah, déjà, pour rebondir à ce que tu disais sur le fait que j'ai un peu touché à tout, c'est vrai que moi, de base, en fait, je suis très, très curieux de nature, sur tous les domaines. En fait, je suis très, très curieux. Et quand je creuse un sujet, en général, je vais vraiment très, très loin. Tu vois, on parlait de musique tout à l'heure, mais voilà, j'ai eu 10 ans où je suis allé très, très loin dans la musique. Et là, dans l'investissement, bah, voilà, j'aime bien creuser tous les sujets. Donc, effectivement, j'ai testé vraiment, j'ai peut-être pas tout essayé, mais voilà, comme tu as dit, j'ai même essayé, j'ai acheté de l'or, des matières premières, enfin, j'ai vraiment essayé tout ça. Et justement, le principe, c'est ça, c'est aussi de voir quels investissements me plaisent, quels risques me paraissent bien par rapport à mon profil, en fait, de tout tester pour voir, en fait, après, sur quoi je me focus, en fait. Et c'est vrai, après avoir testé quand même beaucoup, beaucoup de choses, il y a plein de trucs sur lesquels, ben voilà, je commence à me dire non, ça c'est pas pour moi, tu vois. Et je sais du coup vers quoi je vais converger sur mon portefeuille idéal. Et je me suis fait ce travail-là, tu vois, avec un Excel qui d'ailleurs qui est imbuvable, qu'il faut que je refasse bien, mais où je me suis dit, bon, ok, mon patrimoine aujourd'hui, il est décomposé comme ça, et je veux converger vers ça, en fait. Sur le long terme, en fait, voilà, par exemple, tout ce qui est crowdlending, de plus en plus, j'en sors un petit peu, tu vois, parce que je considère qu'au final, bon, en fait, ça me correspond pas tant que ça demande quand même du temps, et puis même le risque, il est pas forcément adapté à ce que je veux, bref. J'ai testé, c'est très bien, j'ai pas perdu d'argent, j'ai même gagné un peu, mais je me dis, bon, c'est pas forcément pour moi. Et si je le fais, je le ferai toujours avec une petite part, parce que je considère que c'est pas ce qui me correspond le plus. À contrario, tu vois, les SCPI, au début, j'étais très frileux là-dessus, et de plus en plus que je comprends la chose, que je maîtrise le truc, en fait, j'ai clairement envie d'avoir une part prépondérante aussi, enfin, plus que maintenant en tout cas, parce que ça reste de l'immobilier, c'est concret, c'est solide, et certes, les rendements sont pas extravagants, mais c'est quand même du 4,5% par an, c'est quand même pas dégueu, et voilà. Et donc, désolé, je m'éparpille un petit peu dans ta question, mais je vais essayer de répondre à ta question qui était de... Tu m'avais posé la question de quel Ouais, est mon patrimoine idéal, ouais, ton portefeuille idéal. patrimoine idéal. Du coup, concrètement, Ouais, ce serait combien de pourcents dans quel secteur? ouais, je l'avais fait, et donc j'ai m'étais mis 40% d'immobilier, 40% de... Alors, marché financier, parce que marché financier, il y a tellement de choses, donc je mets marché financier, ça peut être obligation, action, matière première. Donc 40% immobilier, 40% marché financier, 10% j'appelle ça exotique, donc exotique, dedans pareil, je regroupe plein de trucs, et 10% de liquidité. Donc ça, c'est le portefeuille vers lequel je converge. Dans les 40%... Alors, les Ouais, cryptos, dis-moi, elles pardon. sont où là-dedans, par exemple? Dans l'exotique. Dans l'exotique, ok. Ouais. C'est ce que je veux te dire. Si tu veux, je te décris, parce que je m'étais amusé à faire une sorte d'arbre avec les sous-branches de chaque truc. Parce que je trouve que c'est super dur, quand tu regardes un peu sur Internet, les différentes classes d'actifs, tout le monde a comment dire, des termes différents en fait sur comment répartir un portefeuille. Il y en a qui vont mettre, en termes de classe d'actifs, ils vont mettre par exemple l'assurance vie, mais tu vois, l'assurance vie, mais dedans tu peux mettre du fonds euro, des unités de compte aussi. Donc, bon, moi je l'ai déterminé en disant voilà, les 40% d'immobilier, il y a immobilier physique, SCPI, crowdfunding immobilier par exemple. Pour moi, ça c'est l'appareil immobilier. Même s'il y en a qui vont dire que crowdfunding immobilier, non, c'est pas vraiment, c'est plutôt des obligations, machin. Bon, moi j'ai considéré ça comme de l'immobilier. Dans les marchés financiers, j'ai mis actions, obligations, et donc les fonds euros, parce que les fonds euros sont des obligations, enfin en grande partie, en majorité en tout cas. Donc actions, obligations, matières premières. Et dans l'exotique, il y a crypto et tout le reste. Ça peut être l'investissement dans le vin, dans les montres, les petits trucs chelous que j'ai essayé, que je citerai pas parce que je les recommande pas du tout, mais j'ai essayé plein de trucs chelous aussi. mais voilà, des fois qui promettent des rendements de fou, et ça pareil, c'est une grande leçon que j'ai appris, hein, dès qu'on promet des rendements de malade, n'y allez jamais, tu vois, parce que je l'ai appris à mes dépens aussi, hein, mais bon,
comme quoi il faut faire des erreurs pour apprendre. Mais voilà, dans l'exotique, je mets crypto et un petit peu tous les trucs. Même crowdlending, pour moi, je mets ça dans l'exotique, tu vois, parce que c'est aussi pour faciliter ma catégorisation, tu vois. En soi, je pourrais avoir mais c'est mon truc un peu fourre-tout, qui n'est pas on va dire, sur les 2 piliers principaux qui sont, voilà, les marchés financiers et l'immobilier, quoi. Ok. Et je me posais la question parce que c'est vrai que l'actualité fait que, enfin, en tout cas, moi et Cyril, enfin, Cyril et moi, on a pas mal réfléchi aussi sur tout ce qui est la sécurité, entre guillemets, de notre patrimoine, parce que nous, on a tout, enfin, en tout cas, il y a quelques temps, on avait tout en France, même si ça a changé. Est-ce que toi aussi, tu as un souci de diversification géographique et également en termes de devises? Parce que comme on a vu, l'euro s'annonce pas, comment dire, la monnaie la plus stable dans le temps. Enfin, on peut pas trop savoir. Du coup, est-ce qu'on met tout dans l'euro ou est-ce que toi aussi, tu as réfléchi à ça? Ça m'intéresse Ouais. d'avoir ton avis. Alors, sur la partie géographique, là, je parle immobilier. Moi, bah, le cours d'histoire que je t'ai raconté tout à l'heure fait que bah, j'ai investi un petit peu sur la ligne TGV Paris-Lyon-Marseille. Là. Enfin, j'ai un appart à Paris, un appart à Avignon, un appart à Marseille. Donc, ça, moi, ça me rassure, on va dire, de savoir que j'ai dans 3 villes différentes. Parce que s'il y en a une qui explose ou une qui s'écroule, bon, ben voilà, c'est pas tout au même endroit. Par contre, ça implique aussi qu'en termes de gestion, c'est plus compliqué que ça va être au même endroit. Ça, après, voilà, c'est la contrepartie. Et sur les devises, j'essaie d'être exposé au dollar et à l'euro, aux deux. J'ai des ETF qui sont couverts en change et j'ai aussi, ben, sur certains comptes titres qui sont exposés uniquement au dollar. Donc j'ai un petit peu les deux. Mais c'est vrai que je suis quand même majoritairement exposé à l'euro, hein, pas se mentir. Mais j'ai quand même certains investissements où je suis exposé au dollar. Ok. Ok, non, mais super intéressant. Mais Donc, ouais, je pense que c'est des questions qu'on se pose pas assez, quand même, tu vois, la couverture en change. Et je trouve qu'aussi, alors après, ça, c'est parce que j'ai une conviction assez forte là-dessus, mais je pense que les crypto-monnaies aussi, c'est une façon aussi de se couvrir. euh, contre voilà la dévaluation monétaire. Alors après, on ne sait pas de quoi demain ça sera fait, hein. Attends, le Bitcoin demain disparaît, puis ce que je dirais n'aura aucune valeur, mais si un jour le Bitcoin a la valeur qu'on souhaite lui attribuer, bah, peut-être que ça vaudra bien, bien, bien plus que tous les euros et dollars qu'on veut, quoi. Mais bon, ouais. ça, seul demain nous le dira. Bah ouais. Non, mais c'est génial. Alors, du coup, par rapport, on approche tout doucement à la fin, mais j'ai encore quelques petites questions pour fignoler. Déjà, je voulais voir comment toi, tu ressens ton évolution mentale, enfin, je sais pas comment dire, ton mindset, comment est-ce qu'il a évolué en fait au fur et à mesure de toutes ces années où tu as cheminé et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ce chemin parcouru. Bah, je me sens très bien, heureux, épanoui. Non, ouais, bah, je me sens bien enfin, moi, ce que je kiffe, en fait, dans la vie, de manière générale, que ce soit pour l'investissement ou dans tout, c'est d'apprendre. Je trouve qu'il y a rien de mieux qu'en fait, de découvrir des choses et de comprendre et d'apprendre tous les jours. Donc rien que ça, moi, c'est ça qui me booste aujourd'hui au quotidien parce que, bah, j'en apprends tous les jours et que ce soit dans l'investissement ou dans le reste, c'est quelque chose, moi, qui me fait vibrer, hein, tout simplement d'apprendre. Donc aujourd'hui, j'apprends encore dans l'investissement et c'est quelque chose, voilà, qui me rend heureux et surtout, moi, ce qui me fait kiffer par-dessus tout, c'est de pouvoir transmettre aussi parce que c'est un peu la raison de mon budget zen et puis on en parlera peut-être à la fin, mais je vais peut-être changer de nom et je vais plus partir sur l'investissement et bref. Et que j'aime bien ce côté de transmission aussi, en fait, à mon audience, de leur expliquer avec des mots simples comment investir. Ça, c'est quelque chose que j'adore parce que on a toujours tendance à penser que investir c'est compliqué, c'est pour les riches, machin, tout ça. Et qu'en fait, bon, bah, investir en bourse, tu te rends compte que ben, aujourd'hui, tout le monde peut le faire avec son téléphone et ça prend 5 minutes, quoi. Et tu peux investir 10 balles si tu veux. Et ça, il y a beaucoup. Enfin, j'aime bien l'expliquer simplement, en fait, en disant, ben ouais, t'as pas besoin d'être un génie pour le faire. Alors après, oui, il faut connaître ton profil de risque, tes objectifs, tout, si tu veux investir des sommes un peu plus importantes. Voilà, j'aime beaucoup ce côté-là, transmission, éducation financière. Parce que je trouve ça quand même incroyable que tu avais dit que tu es rentré en 2017, c'est ça, hein, de ton voyage en Amérique du Sud. Mhm. Et en 5 ans, bah, le cheminement, il est quand même incroyable. Enfin, moi, je trouve ça quand même un beau témoignage que tu nous partages Merci. quand même. Alors déjà, je voulais savoir, est-ce que tu as un message que tu as envie de faire passer aux auditeurs aujourd'hui, quelque chose que tu as envie de leur transmettre de par ton témoignage, un message que tu as envie de leur faire passer pour peut-être les motiver ou je sais pas, les... Ouais, mais ça va un petit peu résumer ce que j'ai dit pas mal de fois, mais je vais le dire avec une phrase qui est assez connue, bah, d'ailleurs, qui est le mantra c'est la personne qui nous a fait nous rencontrer à Paris. Mais je dirais mieux vaut fait que parfait. Moi, c'est une phrase qui me parle énormément parce que je pense que c'est mieux de faire
quitte à se planter, quitte à faire les choses pas très très bien, mais en fait t'apprends tellement quand tu passes à l'action. Que tu sois formé, pas parfaitement formé, machin, alors oui, c'est toujours mieux d'être formé pour le faire, mais passez à l'action, essayez, que ce soit en bourse, mettez 10 balles, dans les cryptos, pareil, mettez 5 balles, 10 balles, enfin, essayez, ce sera pas parfait, mais le faire fera que tu apprends énormément plus que si tu ne fais pas. Donc voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est ça. C'est passer à l'action, et même si vous n'avez pas toutes les connaissances parfaites avant de vous lancer, commencez avec des petits montants, et c'est comme ça que vous apprendrez plus. Parce que c'est en faisant que vous allez aussi creuser beaucoup plus les sujets. Génial. Et si parmi les auditeurs, certains souhaitent connaître la suite de tes aventures, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre ? Alors, déjà, ils peuvent écouter mon podcast, qui d'ailleurs aura une interview de Dorine, très bientôt. Donc ouais, le podcast s'appelle Mon Budget Zen, disponible partout, hein, sur toutes les plateformes de streaming, gratuitement comme dans podcast. J'ai un compte Instagram aussi, c'est là où je suis le plus actif sur les réseaux sociaux, du même nom, Mon Budget Zen. Et j'ai ma newsletter, j'envoie un mail tous les lundis matins, où soit je présente l'épisode de podcast, soit je donne du contenu à forte valeur ajoutée sur les finances perso, la gestion de budget ou l'investissement, ou les deux. Donc voilà, c'est les 3 moyens sur lesquels on peut me retrouver. Donc j'ai le site internet aussi, sur lequel on peut télécharger des outils gratuits et s'inscrire à la newsletter. Podcast, Instagram, newsletter, site internet. Voilà. Super. Mon budget. Tiens, je me dis qu'il faut que je m'inscrive à ta newsletter. Sachant que, je tiens à préciser une chose, je ne sais pas quand sera diffusé cet épisode, mais je prévois une très grosse restructuration du business et je risque de changer de nom. Je ne l'ai pas encore décidé, je suis pour parler avec ma communauté sur Instagram qui m'aide à décider, parce que je suis très indécis, mais voilà, je vais certainement changer de nom, mais dans tous les cas, il y aura toujours marqué un ex-budget zen quelque part pour savoir que c'est bien moi, parce que du coup, je vais être conseiller en investissement financier là d'ici 1 mois, donc je vais pouvoir accompagner les gens pour investir. Super, c'est génial. Franchement, moi j'ai adoré cet épisode, j'espère que tu es content d'avoir été là, et ça va apporter... Et j'espère que ça va apporter plein de motivation aussi aux auditeurs, parce que ton témoignage est très inspirant. Donc, merci 1000 fois d'être venu. À bientôt. Merci beaucoup à toi, Dorine. À bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.